Attention, ladies and gentlemen, l'émission qui suit pourrait en choquer plus d'un vu ses sujets largement aléatoires. Donc si vous êtes sensible ou pourriez être très sensible aux sujets qui vont suivre, je vous suggère de changer de putain de poste! Merci et bonne journée. Alors, bienvenue à tous à ce autre épisode de Les Informateurs sur les ondes de Puissance Maximale. Aujourd'hui, on a deux nouveaux invités qui sont là pour la première fois, puis ils vont se faire dévierger solide. On y va avec Serge Larouche, qui est là en tant que générateur de coquinerie. Allô, Serge? Bonjour, Christian. Alors, toi, est-ce que tu es excité d'être là en ce moment? Avec cette intro-là, c'est sûr que oui, je m'attendais pas à ça. Ouh, là, tu vas vivre quelque chose de plein d'émotions. À quoi tu t'attends aujourd'hui? Ben là, avec cette intro-là, encore une fois, je crois que je vais particulièrement adorer te voir aujourd'hui. Ah, c'est parfait. Je sais plus quoi dire, tu me fais perdre mes mots. Oh. Grand coquin, je sais que t'es un générateur de coquinerie. Alors, aussi, on est avec Joël Lamotte. Allô, Joël? Allô, Christian, merci de m'inviter à ton émission. Ah, fait plaisir, il fallait bien que tu viennes un jour, parce que là, il va falloir que tu nous dises c'est quoi ton grand secret. Mon grand secret, c'est que cet épisode est tourné à mon domicile. Ouh, on apprend plein d'affaires aujourd'hui. Hey, Serge, j'ai été excité, check-le. Hey. Il est prêt à faire ses coquineries, c'est un peu ça. Ah, c'est un générateur, fait qu'on n'a pas le choix, on va faire avec, puis on t'accepte comme ça, Serge. Ben merci. Pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est les informateurs? C'est trois personnes, c'est nous autour d'une table. Moi c'est Christian Hamel, je le dis jamais, on dirait que tout le monde prend pour acquis que j'existe, mais je n'existe point. Et on est là pour vous donner l'information juste et pertinente sur plein de sujets qui nous surprend nous-mêmes, parce qu'on sait même pas d'avance que ça existe bien souvent. Le concept est simple, on est chacun autour d'une table et on est sur Wikipédia en utilisant le bouton au hasard qui est sur notre appareil mobile, et on vous donne l'information sur un sujet qu'on connaît déjà d'avance et qu'on va démystifier avec vous. Et pour commencer, on va faire un petit réchauffement avec la dégustation Wiki et fromage. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, pour la dégustation Wiki et fromage, on a un brie du matin qui est un fromage brie, dans le fond, c'est une brie du matin de Alexis avec un S. Alors, je vais vous demander à tour de rôle de prendre une bouchée, une dégustation, et de nous dire à quoi ce fromage vous fait penser. Quelle sorte de page Wikipédia vous visiterez en mangeant ce fromage. Alors toi, Serge, à quoi ça te fait penser ce fromage? C'est très fin en fait, très raffiné. Ça fait penser à la musique classique de 1688. Ah oui? Oui, par rapport à ça, c'est en février en fait. En fait. En février, j'avais écouté une très belle interprétation en opéra d'un certain David et Jonathan. Leur nom de famille m'échappe, mais c'était particulièrement grandiose. C'était une musique fine. Très très fine à vrai dire. Et puis ils nous ont amenés justement sur un champ de bataille avec des étalons, et aussi il y avait des Grecs qui étaient aussi présents. C'était une espèce de métaphore sur la guerre et également sur... Et je suppose que tu mangeais du fromage à ce moment-là. Absolument, Ah, c'est parfait. C'est comme une bonne mise en scène, ça. absolument. Alors, Mais Joël... est-ce que les soldats prenaient soin de leurs blessés, en fait, sur ce champ de bataille? C'est là la question qui définit la finesse du fromage. À vrai dire, c'est que ceux qui étaient sur les chevaux, M. Jonathan et Eric, si ma mémoire est bonne, eux étaient vraiment les héros qui prenaient vraiment les soldats, qui les amenaient au front, et qui prenaient vraiment soin justement de la bravoure de leurs combattants, tandis que les Grecs étaient tout simplement à terre, ils marchaient sur leurs compatriotes, et c'était particulièrement dégradant. Donc vraiment, Jonathan et Eric, une grande finesse. Un fromage fin, mais un petit côté dégradant. Oui, Pour le plaisir du goût. un petit plaisir. Oh, c'est parfait. Merci, Serge. Et toi, Joël, si tu manges ce fromage, quelle sorte de page Wikipédia est-ce que tu visiterais en le mangeant? Eh bien, je vais prendre une bouchée de ce fromage. Je tiens à vous dire, je ne suis pas un fin fameux de brie, mais on va voir ce que ça donne. Ça me rappelle... la dernière fois que je suis allé au comté de Clark en Indiana. Ça a l'air appétissant pas mal pour toi. C'était pas un ben bon voyage. Excusez-moi, je vais digérer ça avec de l'eau venant d'une des rivières fameuses du comté de Clark. Au fait, est-ce que c'était durant ton été passé? Le Clark River incorporé. Cette eau au moins elle est bonne. Si c'était pendant mon voyage passé? Oui, en été passé. Non, l'été d'avant. D'accord. C'est l'été d'avant, avant que
je fasse une rencontre officielle de Christian. Ah oui, c'est Avant que m'en je rappelle. le connaisse officiellement. Oui, avant plus qu'on que fasse des Woody. notre marathon de monocycle. Oui, le marathon de monocycle, ça, c'était la semaine avant que je parte pour le comté de Clark. J'aurais dû dire oui à ton rematch, ça m'aurait évité d'y aller et d'avoir ces souvenirs. C'était, Dégradant comme le fromage de Serge ou... je dirais plutôt décadent, mais dans le mauvais sens. De la Ah chose. ok, un petit peu. De psychologie inverse. Exactement, parce qu'on sait tous que c'est ça qui marche lorsqu'on parle de personnes. Par le fait même, le maire du comté de Clark, c'est Monsieur Jeffersonville. Et lui est un fin psychologue. Ah. Il n'aime pas la psychologie inversée parce qu'il trouve ça trop efficace. Fait qu'il l'a banni du comté et c'est pour ça que j'ai de la misère, moi, avec eux. Si tu peux pas accepter la psychologie inversée, t'as pas mon support, t'as pas mon vote. Ah ok, ouais, non, c'est ça. Fait que... Il contribue pas à rendre les États-Unis un pays qui est puissant. Ah non, c'est bon. Fait que ce fromage-là, on va dire qu'on le met de côté parce qu'on veut pas qu'il prenne le contrôle du monde. Non, exactement, parce que sinon c'est comme avoir Donald Trump qui gère tes finances. On voit le genre de ce fromage t'apporte. Moi, pour ma part, je vais prendre une bouchée. Je suis quand même pas déçu, mais il y a quand même un petit goût tchèque, de République tchèque. Ça me fait penser à Tchovany. C'est quelque part dans le monde. C'est plus situé dans le sud-ouest de la République tchèque. Dans cette zone, ils font beaucoup de sensations. c'est ça? Ils collectionnent des sensations là-bas. Il y a des grands collectionneurs de sensations. Il y en a aussi, eux autres sont beaucoup spécialisés sur la douceur, avec un petit goût derrière qui pas piquant un peu, mais la façon que les autres expliquent ça, c'est... Relevé. Ouais, un relevé, ouais. Il y a un petit relevé qui est subtil à chaque fois. Je mange ce fromage et je fais juste penser à cette place-là dans le monde, qui s'adapte beaucoup. Hein. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Est-ce que tu crois que la République tchèque sont défenseurs des républicains? Ah, non... je pense que d'autres sont vraiment trop concentrés sur leurs propres activités pour se concentrer sur d'autres républiques. C'est mieux ainsi, genre. Ouais. Alors, merci c'était tout pour la chronique dégustation Wiki et fromage. Alors, on va y aller pour une courte pause et on vous revient pour le premier tour de table.
Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est le Big Ben et bienvenue à ce petit moment où on revisite les publicités des années 80 et 90. On commence avec une publicité qui date des années 90 avec nul autre que Monsieur Curieux Bégin lui-même, Christian Bégin. Mes amis me disent, t'en mets trop, ça se peut pas. Ils trouvent que je dépense trop, que je sors trop. Mes amis m'aiment assez, là. Ils me critiquent comme ça se peut pas. Sauf une chose, ma Trident. Ça se peut pas. Christian Bégin, écoute, tes amis t'aiment assez pour te critiquer de tes propres choix, de tes propres dépenses, mais ils t'aiment pour la Trident. Finalement, t'as vraiment des amis de marde, t'as même pas besoin d'ennemis, esti. Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Nous sommes déjà prêts pour le premier tour de table. Alors, à tour de rôle, on va vous présenter un sujet et on va vous instruire de toutes sortes de façons pour faire en sorte que vous allez bien dormir ce soir et pouvoir partager ces sujets avec la visite ou n'importe qui, avec votre chien ou votre pierre tombale. On le sait pas. Alors, moi aujourd'hui, je vais commencer. Je vais vous présenter quelque chose qui m'a quand même intrigué un peu la semaine passée. Je marchais sur le bord d'une rivière et je suis tombé face à face avec un Melanotaenia. Qu'est-ce que c'est un Melanotaenia? Ben, c'est un petit poisson qui est vraiment surprenant. C'est un genre de... C'est un regroupement de plusieurs espèces dans le fond. C'est comme un poisson hybride de la famille des Melanotaenidae. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille de vous renseigner, mais vous, en avez-vous déjà rencontré, mangé ou... Là-dessus, j'ai pas vraiment mangé ce poisson-là, à vrai dire, parce qu'en soi, dans ma famille, il y a justement des poissonniers. Ah. Et puis, c'est vraiment un sujet tabou. Ah, ok, c'est tabou pour toi, là. Absolument. C'est ce poisson qui est pas vraiment de notre région pourtant, mais qui peut être facilement trouvable comme dans les poissonneries ou l'épicerie, dans n'importe quel supermarché qui a un congélateur. Moi, je dois avouer, je suis un très fin fan de poissons et fruits de mer. Sauf que la dernière fois que j'ai essayé de manger celui-là, je suis resté bien surpris. Parce que c'est lui qui a essayé de me manger. Comme tu disais, c'est un beau petit poisson tout fin, tout plein de surprises. Ouais, il est quand même assez surprenant quand tu regardes Mais la face. quand il t'ouvre la bouche, sauve-toi parce qu'il va te croquer. Ouais, c'est ça, il va... Laissez-vous pas avoir par ces belles petites pommettes toutes mignonnes, Ouais, sans et défense, jaunes. parce que c'est violent. Non, c'est ça, mais Très violent. le problème, c'est qu'on pense que c'est une petite bouche, mais non, il peut ouvrir sa bouche 2-3 fois plus grand que lui. Les piranhas, des poissons rouges comparés à lui. C'est la meilleure comparaison qu'on aurait pu donner sur le sujet. Ça fait plaisir. Toi, Serge, je crois qu'à un moment donné, ça vaudrait la peine que je t'en présente un, mais pas pour manger, peut-être pour flatter, on va lui faire prendre une petite Je t'ai promenade. dit, Christian, que c'était tabou. J'ai Christian, besoin- non. Ok. Là, non. J'ai amené ton frère d'abord. D'accord. Ok. Alors, je crois que j'ai fait le tour du sujet quand même, parce que ce poisson-là, il est quand même très ordinaire. Alors, merci Christian. Alors, on va y aller avec Serge, qui est à ma gauche. Oui. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler justement de Al-Anon. En soi, c'est quelque chose que peut-être vous n'avez pas entendu. En soi, c'est une espèce de famille qui est là pour soutenir ceux qui souffrent d'alcoolisme. En soi, vous comprenez que j'ai vraiment testé justement cette famille-là. Donc, Tu avais des problèmes d'alcoolisme? non, c'est ça. En Donc, vrai dire, tu t'es mis à boire pour pouvoir la tester. Exactement. Je me suis vraiment dévoué à faire ces tests-là. Donc, je me suis trouvé des prétextes justement pour Tomber, exactement. sombrer, Donc, écoutez, j'ai décidé de partir à l'ouest avec pratiquement rien, dans la misère. J'ai décidé justement de jouer à l'argent avec mes bas. J'ai tout fait, à vrai dire, là, pour les rencontrer. Comme on dirait, t'as suivi le grand chemin hippie. Exactement. Ah, lui, il y a beaucoup de gens qui s'y risquent, mais t'as été très fort de faire le choix d'y aller pour vrai et le vivre de toutes tes émotions. Oui. Et ça, est-ce que c'est une famille qui est célèbre aussi pour autre chose ou Oui, à vrai dire, ils ont fait des espèces d'ouvrages pour aider à ceux qui ont surmonté l'alcoolisme à demeurer sur la bonne voie. Et Donc, eux offrent des services seulement lorsque les gens ont sorti de leur alcoolisme pour qu'ils Exactement. restent en dehors de l'alcoolisme. Exactement. C'est une bonne façon de procéder. Bien sûr, il s'évite aussi des problèmes. Et puis, sur ces ouvrages, il y en a un particulièrement que j'apprécie. Ce sont des pensées
journalière. Ah, est-ce que c'est une pensée par page ou une pensée... Par jour, oui. Par jour, ok. Par date. Par date, ok, c'est très précis. Parce que les pensées du journalière de Montréal sont moins bonnes que celles du journalière d'Alamon. Absolument. Alors, est-ce que tu pourrais nous en donner un extrait pour nous donner un avant-goût de cette... Bien sûr. Si nous désirons vraiment la paix de l'esprit, la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'elle ne dépend pas des conditions extérieures, mais de celles qui résident en nous. Conditions, est-ce qu'on parle... Lorsqu'on parle des conditions, est-ce qu'on parle des conditions comme dans Pokémon, confusion, glace, brûlé, poison, endormi, mort? Qu'est-ce qui est particulièrement génial avec cet ouvrage, c'est qu'il ne fait pas vraiment... il ne précise pas ces éléments-là. Donc, c'est sujet à interprétation. Donc, si en bout de ligne, je me considère comme un être de glace, et puis je peux surmonter cette épreuve. Alors, merci Serge pour ce témoignage très touchant. Et alors, je vais y aller avec Joël, toi qui nous a préparé sûrement quelque chose qui va nous surprendre ou qui va nous marquer à vie. Eh bien, pour vous marquer à vie, croyez-le ou non, je vais vous présenter, je vais vous louanger les évangiles de Noailles. De Noailles. Noailles, mais on dit Noailles. Mais pas Noailles ou Noir. L'arche de Noé ou... Non, de Noailles. Okay. C'est son petit cousin qui n'ont pas parlé dans les testaments parce que, vous voyez... Il était dans l'enfer de la drogue. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a aussi... tu sais, il était déformé, donc c'était plus gênant pour la famille. Ils l'ont caché. Ah. Donc, les évangiles de Noailles, ça leur a été écrit entre 850 et 875. Il était pas sûr parce que il y avait 25 copies du livre, tout édité. Ils savaient pas quelle qui était la bonne. Fait qu'ils ont dit, c'est entre ça pis ça. Et il a été commandité par Charles II le Chauve. Le Chauve, est-ce qu'il était chauve pour vrai ou c'est son nom? L'histoire ne le dit pas parce qu'il y a un point d'interrogation à côté de son nom. Ah, ok. Alors, c'est un grand mystère. Il n'y avait pas de nom de famille, mais ils ont dit c'est le gars qui est chauve. Mais je serais porté à croire que oui, parce que si Noailles était défiguré, eh bien, qui se ressemble s'assemble, n'est-ce pas? La chauverie est la pire des plaies après ce que Noailles avait. Oui, c'est Effectivement. Autrefois, jadis, c'était une façon de cacher un peu la honte qu'il pouvait ressentir socialement, parce que c'était probablement dans la période que tout le monde mettait des perruques. C'était bien avant, mais c'est Charles II le Chauve qui a parti cette mode. Les gens ont fait... Il est bien de longs beaux cheveux, à un moment donné, il est éternué, la perruque est tombée, ils ont fait, mais c'est une perruque. C'est bien cool, j'en veux une, et c'est comme ça que c'est parti. Ah, ok, c'est le grand inventeur de la perruque. C'est lui qui l'a fabriquée ou c'est quelqu'un de son entourage? En fait, celui qui a créé cette perruque s'appelle Adrien Maurice de Noailles, c'était l'oncle de... Ah, ok. Lui aussi avait un problème de chauvitude. Oui. Et les Donc, perruques étaient faites de quel matériau, juste? Ils étaient faits en enluminé. C'est une sorte de fibre que tu mets à la lumière pendant des semaines pour qu'elle capte l'énergie positive du soleil. Et ensuite... Est-ce que tu commences à la tresser jusqu'à ce que ça donne une perruque, et ensuite tu les coupes, tu la coupes à la forme et à la longueur désirée. Okay. Mais vu qu'il y avait une exposition aussi prolongée au soleil, est-ce qu'il y avait des propriétés curatives? Eh bien, ça te laissait chauve. Parce que le soleil radiant coincé dans... Ça brûle à la racine. Ça brûle à la racine, oui, okay. Donc c'est un peu un problème à la solution au problème, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est un cercle vicieux, les perruques. La période sombre des perruques. Du cuir chevelu, c'était les perruques, oui. Oui. Alors, en Définitivement. gros, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur, autre que faire partie de l'évangile de Noir? Eh bien, son évangile, il l'a fait pour qu'il soit conforme à la Vulgate. Et les préfaces traditionnelles de la Vulgate, ce sont d'autres évangiles de Jean, de Luc, de Marc, de Matthieu. Donc, c'est un peu... Il s'est inspiré de ces évangiles-là, de nos apôtres connus pour faire la sienne. Et il parlait de comment faire des décorations. Donc, cet évangile porte respect à celle de Luc, de Paul, de Marc et de Jean-Yves. Et ajouter sa touche pour faire des décorations. Et c'est nul autre que Charles II le Chauve, qui a, en guise de remerciement pour la perruque que son oncle, l'oncle à Noailles, lui avait fourni, il lui a donné des trucs de décoration. Donc, comment mettre des bijoux, des perles, encore de l'encre d'or, mais brune,
Parce que dans le temps, les couleurs, ils étaient pas tant exacts. Hein? C'était pas aussi technologique qu'avant. Non, il n'y avait pas de code hexadécimaux. Exactement, ils savaient pas c'était quoi. Et même, il a dédicacé un chapitre en ton nom, Christian. C'est Christian Angloire. Ah, oui. F13V. De mon célèbre accent circonflexe. Effectivement. Alors, c'est bon, Joël. Alors, je te remercie pour ce sujet. Alors, c'est ce qui conclut notre premier tour de table. Et je vais vous amener à une courte pause et on vous revient avec le deuxième tour de table. Alors, à tantôt. Bonjour, je suis Dominique Fortin-Charland. Bonjour, je suis Dominique Fortin-Charland, alias Dami. Ça, Dami, ça veut dire déesse de la fertilité. Qu'aujourd'hui, dans le cadre de ma chronique « L'improvisation, ça fait du bien au-dedans de son intérieur », je viens vous parler de la première fois où mon comparse Christian Hamel et moi avons participé à un match d'improvisation en public. À l'époque, je travaillais comme intervenant social au café alternatif Le Vagabond. On accueillait toutes sortes de clientèles en difficulté, autant pour leur servir un café que pour les soutenir au quotidien. Toxicomanie, itinérance, problèmes de santé mentale. Et de temps en temps, je faisais appel au collectif d'artistes que je gérais avec Christian pour organiser des activités pour que tout ce beau monde lâche son fou. Hey, party! C'est ainsi que le match commence. Tout le monde a été invité, ma patronne, mes collègues de travail, une partie du CA des travailleurs de rue qui gérait le café alternatif. J'oublie de respirer quand je parle. On va mourir! J'ai une certaine pression de ne pas faire n'importe quoi pour que l'activité devienne récurrente. Sauf qu'on s'en doute, ça part rapidement en couille. L'arbitre décide qu'un joueur de chaque équipe doit faire une impro en solo. Personne ne veut se mouiller. On haït tous les improvisations en solo. On aime mieux travailler en équipe. Les orgies, c'est mieux que la masturbation. Bref... Christian, tel un héros du « je m'en crisse, je frappe dans la vie à grands coups d'amour » monte sur ce qui nous sert de terrain de jeu. Son thème ananas, improvisation de 2 minutes. Christian se mime en train de cueillir l'ananas. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, les enfants présents dans la salle ne sont pas encore traumatisés. Mais soudain, ce foutu ananas de l'enfer lui pique les mains. Christian entre dans une colère noire. Il se retourne, il attrape la tête d'une girafe imaginaire en sautant dans les airs. Puis là, il se met à la frapper. Il frappe l'esti de girafe de marde. Plein de coups de poing dans la face. Puis il lui tasse son esti de long cou de girafe à marde. Moi, je suis vegan. Moi, je respecte les animaux. Mais je peux comprendre que Christian, à ce moment-là, il s'était fait piquer par l'ananas. Il est en tabarnak. La girafe, elle avait juste à pas passer par là. Non, mais faut-tu être une conne de truie de girafe? Fait que les gros mots fusent, les enfants écartillent leurs petits yeux innocents. Mais un miracle de Noël surgit. Le monde rit. Le monde n'est plus capable d'arrêter de rire. Il y a du monde là-dedans, du monde dans le public que 2 heures avant, ils avaient perdu complètement espoir à l'humanité. Ils ont essayé de se suicider ou ils sont battus contre l'idée de shooter à l'héroïne ou ils se sont fait battre par leur mari violent à cause de l'alcool. Il y a vraiment des clientèles très fragiles, mais tout le monde rit. Tout le monde, grâce à cette improvisation-là, se défoule. Toute la haine puis le désespoir qu'il y avait de poignant dedans, grâce à Christian qui frappe une girafe, ben ça sort, ça s'exprime enfin. Il arrive enfin à trouver un petit peu de joie en eux, grâce au fait que quelqu'un, à quelque part, a été encore plus bizarre qu'eux autres. Ça, mesdames et messieurs, c'est la magie de l'improvisation. Parce que la girafe, elle n'existe pas pour vrai. On peut bien la frapper à grands coups de poing sur la gueule. La SPCA a pas besoin de s'en mêler. La seule chose qui est vraie, c'est ce peuple fort et crampé qui, l'espace de quelques minutes, ont enfin réussi à penser à autre chose que cette société qui les écrase et qui les amène sur le bord du précipice. Mais bon, hey, l'euphorie a pas vraiment duré longtemps parce qu'après ça, c'était mon tour. Puis naturellement, il fallait que je gâche tout. Là, ça a créé un gros malaise parce que c'était comme moi qui est en amour avec un chien parce que ma femme est morte. Là, je vais comme avec mon chien voir la tombe de ma femme. Puis je dis des mots doux et d'amour à mon chien. Ma patronne était complètement traumatisée. Elle me regardait avec un petit sourire figé, genre pourquoi j'ai engagé lui? Fait que c'est ça, j'ai perdu ma job à cause d'une histoire de zoophilie. Au revoir et à bientôt pour une autre mésaventure. N'oubliez jamais qu'une grande improvisation implique de grandes responsabilités. Ouais, pis aussi, frappez pas des girafes, c'est mal. Tu sais, je veux juste être clair, parce qu'il y a des cons qui vont frapper des girafes pour vrai. Faites de l'improvisation à la place. Merci. Ah, pis les orgies, ouais, tu sais, j'en parlais tantôt, mais j'en fais une le 13 décembre. Donc, appelez-moi au 581-702-09. What the fuck, une girafe qui vient de rentrer dans ma chambre? Non, alors je peux... m'étrangle avec son crise de long cou. Christian, aide-moi.
matin, mais j'ai pas sorti c'est vrai. J'ai autant pas y penser, ça fait longtemps que j'ai compris. Nos passe à travers sa vie à coups de journée. La seule chose qu'on veut, garder ses droits de rêver. La gourmandise des uns fait la famille de des autres. Et on se fait à chialer qu'on cette famille, c'est la nôtre. Vers son passé. On se rend compte qu'il y a rien à oublier. On a peur de s'avancer. Et on se laisse s'enraciner. Car on passe à travers sa vie à tous les journées. Tout on veut garder ses droits de rêver. La liberté des autres devient la fécondaison. Et on se laisse y aller contre les gens, c'est la nôtre. Je laisse sauter sur un train. Alors, re-bienvenue à tous aux informateurs sur les zones de puissance maximale. Nous avons déjà eu pas mal deux tours de table assez mouvementés. Et peut-être que notre troisième tour de table, notre deuxième tour de table, parce que la chronique dégustation qui est fromage, c'est pas vraiment un tour de table en tant que tel. Compte comme une moitié seulement. Oui, c'est une moitié de table.
Mais là, on y va pour le deuxième tour de table qui va être notre tour de table thématique. Aujourd'hui, les thématiques proposées sont l'humour, si vous pognez le 1 sur notre petit D6. Vous pognez le 2, c'est un drame, c'est de tristesse, c'est quelque chose qui nous tient, qui élève les émotions. Si vous pognez le numéro 3 sur votre dé, ça va être un sujet qui va être fascinant, ça va être un petit peu à la découverte, là, c'est fascinant. Si vous pognez le 4, c'est quelque chose d'épique. Il va y avoir, c'est comme des histoires de super-héros. Il va y avoir des affaires qui un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et ça nous impressionne. Ça nous inspire à vouloir aller plus loin dans la vie que notre 100%. Si vous pognez le 5, ça va être un suspense, ça va être un mystère. Un peu comme les documentaires de Canal D. Genre, c'est mystérieux. C'est qui a causé ça. Mais si vous pognez le 6, c'est au choix. Alors, vous allez y aller avec ce que vous voulez dans la liste. Et si vous pognez le 7, c'est une chronique muette. Alors, moi, je vais vous donner l'exemple et je vais piger un chiffre pour commencer, qui est le 2. Alors, moi, ça va être... moi, je vous parle d'un drame. C'est ce qui a fait la tristesse d'un village en entier. Je sais pas si vous avez déjà vécu des drames de villageois ou d'entourage, mais... moi, aujourd'hui... À Mané, quand j'ai emménagé ici à Québec, j'avais mon camion de déménagement. Et le propriétaire m'avait laissé embarquer sur la pelouse avec mon gros camion parce que de toute façon, il allait la refaire plusieurs semaines après. Quand je suis arrivé, j'ai reculé, j'ai mis la plateforme et là, il y a un couple de personnes âgées qui sont apparus dans leur porte-patio avec un grand visage de drame. « Oh, qu'est-ce qu'il fait là avec son gros camion devant notre balcon? On va appeler le propriétaire. C'est un drame, il brise le gazon. » Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que c'était arrangé avec le gars des vues. Oh, t'avais la permission. J'avais la permission. Alors, c'était un drame. Grand drame, ce couple a créé un drame. C'est des grands dramaturges professionnels de profession. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je vais vous dire, parce que moi, je vais vous parler de Kenneth Clark. Je sais pas si vous connaissez Kenneth Clark, aussi connu sous le nom de Kenneth Mackenzie Clark. Ça vous dit rien? Ça goûte bon dans un verre de bière. Oui, entre autres selon les rumeurs. Mais lui, c'est un auteur britannique qui était un directeur de musée et de producteur de séries de télévision. Il est né en 1903, alors on peut croire qu'il était un précurseur dans le domaine de la télévision et de tout ce qui peut l'entourer, de tout ce qui est télécommunication et diffusion télévisuelle. Mais il est malheureusement mort en 1983, ce qui est quand même assez récent. Plusieurs d'entre nous n'avons jamais vécu cette période parce qu'on est né après. Mais ça amène pas au projet que lui, c'est un drame qu'il soit mort, c'est une tristesse aussi. Mais ses œuvres étaient reconnues pour être des drames face aux émotions que ça pouvait susciter d'écouter un de ses films ou d'aller visiter un de ses musées, parce que c'était tout le temps des musées dramatiques d'une ampleur. C'était tellement... nous autres, en langage enfantin, on aurait dit que c'était plate, c'était pas instructif, c'était juste... C'était des bobines de fil vide, puis des vieux capes de roue qui avaient numéroté lui-même avec un petit couteau. Donc, il les avait gravés lui-même pour renforcer l'effet dramatique de la chose. Oui, le sentiment de que tu pouvais plus rien faire contre ça. Non, surtout qu'il se coupait lui-même avec le couteau avant de graver, fait qu'il y avait des traces de sang à travers les numéros. Mais ce qui était beaucoup plus triste dans toute cette histoire, c'est que les enfants à l'école, ils allaient visiter son musée parce que c'était gratuit pour les écoles. Alors, les enfants étaient pas mal déçus quand ils voyaient à quel point un cap de roue dans le front, ça pouvait arriver super vite s'il insultait l'œuvre. Dans le fond, il n'y avait pas d'âge requis pour visiter ce musée-là. C'est quand même assez gore comme musée. Là. Non, ben, vu que c'était juste des capes de roue et des bobines de fil vide, c'était tout âge. Mais la profondeur elle-même était pas mal comprise par les adultes, puis les enfants comprenaient un moment donné, dès qu'ils insultaient un œuvre, ils recevaient un cap de roue d'en face. Je peux dire qu'ils l'ont su c'était quoi la profondeur. Donc le taux de satisfaction à la sortie du musée était de 103%, si j'ai bien compris. Il y a eu beaucoup de suicides, c'est ce qui était pas mal le drame de l'œuvre. Mais dans le bout de ligne, vu au taux du suicide qu'il y avait, ça complète l'œuvre encore plus. Oui, c'est parce que si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il a réussi quelque part à se faire démarquer au cours de l'histoire.
Donc, il y avait un musée du musée, à vrai dire. Ouais, le musée de son musée est venu après, quand ils ont mis son musée dans un musée. D'accord. Alors, moi, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le sujet de Kenneth Clark. C'est tout. Alors, je vais y aller avec Joël, qui lui aussi va lancer le D6 pour nous montrer une thématique qu'il va utiliser pour parler de son sujet. Alors, à toi, Joël. Je dois vous rappeler qu'il y a 7 choix sur un D6. Ah, le dé est à terre. Ouh, le chiffre mystère est... 7. Donc, et moi, pour ma part, Christian, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet fascinant. C'est le triage Joffre. Est-ce que tu sais, Serge, qu'est-ce qu'un triage? Un triage, oui, mais un triage Joffre, par contre... C'est le triage Joffre. Est-ce que c'est le triage qui permet de diviser les matières compostables et recyclables? Ça pourrait l'être, mais pas cette fois-ci. Ah. As-tu une autre suggestion? De quel triage parlons-nous? Parce que c'est Joffre, c'est parce qu'on offre des trucs au centre de tri. Ah, c'est... Est-ce que c'est une sorte de comme le village des valeurs qui récolte beaucoup de dons? Ça l'aurait pu, mais ce ne l'est pas. Nous parlons ici de triage ferroviaire. Ah! C'est fascinant, n'est-ce pas? Oui, c'est très fascinant. Un triage ferroviaire, c'est l'endroit où il y a plusieurs rails en parallèle, où tu as plein de wagons qui vont de là, qui se séparent de la locomotive pour restructurer l'ordre des wagons. Parce que des fois, il y a des gens à mi-chemin entre Québec et Montréal qui font... Ah, j'aime pas ça être au milieu de toute l'amas de wagons. J'aimerais être en arrière. Donc là, ils arrêtent au triage et ils mettent les autres wagons dans l'ordre pour que le gars ait son caprice exaucé. Ouais, donc là, il est maintenant à la fin. Chaque homme son caprice. Oui. Mais est-ce que quand le triage s'effectue, est-ce que la locomotive est arrêtée ou est toujours en fonction? Ça dépend de combien que tu as payé ton billet. Parce que c'est un service extra. D'accord. On pourrait aussi dire extra, la source latine du mot extrum, extrême. Donc, oui, tu avais bien deviné. Donc, Joffre est le nom de cette station à Lévis. Ici même, à Québec, nous avons un centre de triage local. C'est possédé, devinez qui, par quelle compagnie? Le Vidéotron. Non, Canadien National, c'était proche. C'est le CN lui-même. Le CN lui-même, lui qui a le monopole ou presque des transactions ferroviaires commerciales. Et ça, c'est dans le coin de Charny, je suppose. T'as tout compris, oui. C'est bien ça. Et sais-tu combien d'emplois que le CN crée juste pour ce triage? Au moins 374. Non, un peu moins, 200. C'est créé 200 emplois pour exaucer les caprices de ces hommes riches qui payent un peu plus. Oh! Dans le fond, si je comprends bien, il y a aussi un service extrême ici à Québec. Oui, mais ça marche à l'envers. C'est si tu payes moins, ils prennent pas le temps d'arrêter. Ils débarquent en chemin puis ils espèrent que ça va se ramancher au bon moment. D'accord, mais c'est quand même un show Jackass, un show quand même assez extrême. Est-ce qu'il y a quand même des estrades pour qu'on puisse assister justement à cet arrimage? Ben, il n'y a pas d'estrade en soi, mais ils ont les précédents déraillages arrivés suite à ça ont mis des wagons de côté et avec le temps ça s'est érodé. Donc ça crée des structures dangereuses mais utilisables comme bancs de spectateurs. Donc ça aussi ça rentabilise les affaires de CN. Comme ça, ils peuvent continuer leurs affaires sans trop monter les prix. Donc, ils font payer pour des bancs, ils font signer des décharges de responsabilité. Tu vois ça arriver, puis ensuite, tout le monde est content, tout le monde a le tétanos et la vie est belle. Et tout le monde sait que tout le monde a le droit à son tétanos au moins une fois dans sa vie. Tout le monde a le droit à son tétanos, c'est sacré ici au Québec. Et je dois dire qu'il y a près de 1000 wagons qui sont restructurés à chaque jour au centre Joffre. Et ils ont même fait affaire avec Via Rail pour permettre ça. Donc, l'histoire ne le dit pas si les 1000 sont en extrême ou en normal, mais dans tous les cas, c'est un très beau spectacle à regarder avec du popcorn et sa liqueur. Ah, c'était une très bonne image visuelle qu'on peut se donner du sujet, dans le fond. Oui, définitivement.
Si tu veux, j'ai des coupons rabais. J'ai des coupons rabais si tu veux aller voir ça un bonsoir. C'est bien intéressant. C'est pas mal intéressant. On va penser à ça après l'émission. Alors, je te remercie, Joël, pour cette chronique sur ce sujet qui est si près de nous et en même temps si méconnu. Définitivement, ça fait plaisir. C'est parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui concluait notre émission d'aujourd'hui. Non? C'est un mensonge. Ah, c'est un mensonge, surprise. Alors, on y va avec la chronique de Serge, qui a quelque chose de pas mal mystique à nous partager. Alors, je t'invite à lancer le dé. Un drame. Alors, c'est un drame. Aujourd'hui, on parle de drame. On en a de toutes les sortes. Oui. Alors, quel drame vas-tu nous divulguer? Aujourd'hui, je vais vous parler de démembrement. Mais plus spécifiquement, le démembrement d'un droit de propriété. Ça, c'est pas mal profond. Est-ce que vous connaissez les 4 démembrements possibles du droit de propriété? Non, je pourrais même t'avouer que j'étais au courant de rien de tout. Joël? Éclaire-moi, Serge. Le seul démembrement que je connais, c'est celui qui fait bien mal et qui fait crier. Mais c'est encore pire. C'est à propos d'un bien. Ça fait crier l'âme. Ça fait crier l'âme. Et le portefeuille. Vois-tu, il y a 4 façons de démembrer un droit de propriété. Vous avez l'usufruit, qui est le sujet principal d'aujourd'hui. Vous avez l'usage, la servitude et également l'amphithéose. L'amphithéose, ça m'inspire un amphithéâtre. Ça me fait penser à une maladie incurable, l'amphithéose. Comme si tu la pognes puis tu peux rien y faire, faut que tu ailles à l'amphithéâtre. T'as pas le choix. C'est comme une fièvre d'aller au théâtre. Ardent. L'amphithéose est propagée par un maire qui a trop d'ambition. Mais ça, c'est une autre chronique et une autre poursuite. Oui. Ceci étant dit, l'usufruit, le sujet d'aujourd'hui, est particulièrement intéressant et particulièrement dramatique. Voyez-vous, l'usufruit, c'est un bien que tu détiens, mais que tu ne jouis pas. Oh! Quelqu'un d'autre utilise ton bien et quelqu'un d'autre prend les profits de ton bien. Est-ce Mais que c'est pourtant, en il lien t'appartient. avec les terrains qui sont souvent dit tu possèdes le dessus, mais pas ce qu'il y a en dessous? Pas vraiment, à vrai dire. Ok. C'est plus, dans le fond, un immeuble, par exemple, que tu peux être propriétaire, Ok. mais que quelqu'un d'autre habite, quelqu'un d'autre Ah. le loue, quelqu'un d'autre fait du profit, mais pourtant, il est à toi, Oui, ok. Un immeuble commercial, on pourrait donner comme exemple. par exemple. Ok. Et le pire, c'est que oui, c'est initialement par contrat que tu peux avoir une jouissance d'un bien d'un autre, mais également, si la personne meurt, il est transféré à quelqu'un d'autre, donc tu ne peux pas, en bout de ligne, reprendre l'utilisation de ton droit. Ah, ça c'est vraiment... c'est sûr que si tu meurs, tu peux difficilement reprendre ce qui est... Non, c'est la personne qui jouit de ce bien d'un ok. tiers. Si elle meurt, Ok. elle peut transférer à quelqu'un d'autre. Oui, ok. Donc le je véritable comprends. propriétaire ne peut jamais jouir de son bien. Non, Donc, ok. c'est une chaîne incessante de squatteurs professionnels organisés. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à nous parler de ce sujet? Est-ce que tu as déjà eu des expériences de partage de biens qui t'a amené à voir quelqu'un bénéficier financièrement de la propriété qui te possède? Oui, plus spécifiquement, c'est dans le fond un drame qui secoue en fait ma famille immédiate. Ah, Je craignais d'apporter ce sujet-là à cette émission aujourd'hui, mais ok. c'est un bien qui est transféré de génération en génération et que nous ne pouvons pas nous en détacher. Est-ce qu'on parle ici de ton propre corps? Est-ce que les gens font de l'argent de ton corps? Non, Ok. il s'agit simplement d'une orange. Ah, une orange familiale. Une orange. Après toutes Ah. ces années, elle doit avoir une apparence unique, Oui. mémorable. Le lien qui nous unit avec cette orange, bien qu'elle soit exécrable et qu'elle pue, je ne peux tout simplement plus m'en détacher. Voyez-vous, le contrat qui nous lie, moi et ma famille, c'est que je dois donner toujours un membre de mon propre corps. Et pour garder cette orange, Dans le fond, est-ce que vous donnez un corps d'orange à chaque génération jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ou... donc je dois donner une partie de Ah, mon propre Ah, corps ok, pas de ton corps qui est l'orange. que tu pour me possèdes. débarrasser de cette orange. Ah, ok. Alors tu vas faire le sacrifice ultime. Donc, au final, votre famille a été prise d'une sorte de syndrome de Stockholm forcé. Oui. Vous ne pouvez vous en départir, mais vous ne voulez vous en départir. Nous ne pouvons nous en départir. Nous sommes Très bien, liés. c'est un mauvais sort. Et les gens disent que la magie, la sorcellerie et les malédictions n'existent pas.
Ouais, on a Pensez-y. la preuve ici avec notre Serge, notre générateur de coquinerie qui est malheureusement victime d'un fléau familial de l'orange. Alors, je te remercie Serge pour ce partage. On peut peut-être trouver une solution à ton problème dans un autre épisode. Alors, c'est tout ce qui conclut notre première émission ensemble pour tous les trois. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez un moment de réflexion à la chose? Est-ce que vous croyez revenir un jour? Est-ce que... Bien sûr, j'ai particulièrement adoré. Ah, c'est parfait. Et toi, Joël? Oui, c'était très divertissant et enrichissant. Je crois que les fois que je vais revenir à ton émission, ça va être de mieux en mieux. Oui, et tu vas sûrement être encore habillé pareil. Ouais, fort probablement. Ah, c'est parfait. On va y aller avec ça. Pour les auditeurs qui veulent nous suivre sur les médias sociaux, je vous invite à venir sur notre page Facebook Les Informateurs. Vous pouvez aussi par la suite y découvrir le lien pour aller sur notre compte Mixcloud pour suivre l'actualité et les épisodes qui vont sortir. Je vous invite aussi à vous abonner sur iTunes et Google Play Store pour avoir les derniers épisodes sortis directement sur votre appareil mobile. Et si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez venir sur iTunes et Facebook pour donner des étoiles et commenter pour nous dire comment vous avez trouvé l'épisode, comment vous avez aimé l'émission au complet. Et nous, ça va nous aider à offrir un meilleur produit pour les prochains épisodes et peut-être même qu'un jour, on va être les premiers à gagner un Oscar en podcasting. On sait jamais, on sait jamais. Si vous êtes intéressé à participer aussi à l'émission, veuillez nous contacter directement sur la page Facebook ou au courriel info@lesinformateurs.com. Vous pouvez participer de diverses façons. Vous pouvez être un participant invité à l'émission ou vous pouvez aussi faire de chez vous des petits trucs. Là. Vous pouvez faire comme les avertissements au départ qui dit attention pour l'émission. Je vous invite à faire pour les pauses des petits sketchs qui pourraient être humoristiques ou instructifs. Je vais m'occuper par la suite de faire la publicité vers votre chaîne, vers votre page Facebook ou site web. Il n'y a aucune limite, en autant que ça reste dans l'esprit de l'émission, d'être là pour le divertir et amuser les gens ou leur faire découvrir de nouveaux trucs. Alors, si vous êtes un artiste, je vous invite fortement à contacter. Alors, c'est tout ce qui conclut pour aujourd'hui l'épisode. Dans le fond, on va retomber dans un mode un petit peu plus joyeux. On se fout un peu des problèmes de Serge et on va faire un petit compte rendu. Alors, Joël, est-ce que tu crois que l'épisode d'aujourd'hui va apporter le bonheur au monde? Je sais pas si ça va apporter le bonheur au monde, mais elle va apporter le monde au bonheur. Ça, c'est définitif. Ah, ça c'est bien dit. Et toi, Serge? Je sais pas si ça peut porter le bonheur. Ah, on s'en fout. Alors, c'est tout ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que nous, les informateurs, c'est sur les ondes de puissance maximale. Et on est là pour vous donner la vraie information. Alors, à la prochaine. Et on vous dit bon tour de bateau. Alors, je vous suggère de faire un tour de bateau aujourd'hui. Alors, on y va avec la musique thème. Et ça va comme suit.